ça, c'est avec le basalte. Ben là, vous voyez en haut à droite des carottes, des semis de carottes qui sont sortis, hein, des carottes qui poussent. Et en bas, vous voyez des haricots. Ben, vous voyez toujours deux rangs témoins et deux rangs traités, on va dire. Ben, les deux rangs témoins, c'est où il n'y a rien eu de spécial, hein. Ça, c'était chez mon voisin. En vent, il se plaignait que ça poussait pas bien chez lui et tout. Et alors, il voyait bien que ça poussait bien chez moi et que je faisais des choses bizarres. Et, et alors, c'était un voisin à qui je m'entends très bien. On buvait souvent l'apéritif ensemble et on blaguait ensemble. Et voilà. Mais il ne savait pas trop ce que je faisais. Mais c'était un bon bricoleur et il aimait bien faire son jardin aussi. Et alors, un jour, il me demande ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça pousse mieux, parce que vraiment, il y a un problème chez moi. Et alors, je lui donne un sac de basalte, de roches volcaniques que j'avais mis sous la pyramide avant aussi. Ah, ça donne encore une énergie supplémentaire. Alors, j'ai des pyramides en cuivre comme ça, hein, mais je vous montrerai ça plus tard. Après, ce sera peut-être le sujet d'une autre conférence parce que je pense que le temps passe. Mais, et vous voyez la différence, il a mis environ 1 kg au mètre carré. Et vous voyez les haricots à droite, comme ils ont bien sorti, comme c'est bien fourni, beaucoup plus grand que les haricots à gauche. Et pareil pour les carottes. Hein, les carottes à gauche, vous voyez bien meilleur levé, les plantes beaucoup plus grands que les carottes à droite. Et donc la seule différence, c'était environ 1 kg de basalte au mètre carré. Hein. Donc, Et après, ce qui est intéressant à ça, au basalte, c'est de la roche. C'est vraiment, ça peut être sous forme de sable ou de poudre, mais au microscope, c'est juste des cailloux en fin de compte. Hein, c'est pas un engrais soluble avec l'eau qui va disparaître, qu'il faut racheter tous les ans. Non, le basalte, là, s'il traite sa terre normalement, on va dire, hein, qu'il n'y a pas d'érosion, ben, dans 10 ans, il aura toujours ces mêmes résultats. On va dire que ça ne va pas disparaître comme un engrais. Même un engrais bio, du compost, il rajoute tous les ans. Ben là, vous l'avez tous les ans, vous avez ce résultat. Hein, s'il n'y a pas d'érosion à cause des pluies, tout ça, donc d'où l'importance de bien couvrir le sol, qu'il soit toujours couvert, parce que si on met du basalte en poudre, ben, avec la pluie, ça peut s'éroder, se partir avec les alluvions, avec l'eau. Hein, mais ça, il vaut mieux couvrir le sol, hein, pour éviter ça. Mais si le basalte reste dans la terre, qui ne se déplace pas, ben, on aura tous les ans ces mêmes résultats. Donc, imaginez ça dans un champ. Imaginez, vous avez un champ de maïs, un champ de blé, un champ de... Ben, l'agriculteur, il va mettre ça, il va encore faire d'autres techniques d'électroculture, ben, il aura des résultats exceptionnels tous les ans avec juste en investissant qu'une fois. Hein. Donc, ça aussi, le système, il n'aime pas. Un exemple, si on installe pour 100 euros d'électroculture dans son jardin ou dans un champ et que ça fait économiser 100 euros d'engrais et de pesticides dans l'année, ben imaginez qu'après 10 ans, ça aura fait économiser 10 fois plus, 1000 euros, sans compter tout ce qu'on aura gagné en plus parce que la récolte aura augmenté, etc., etc. Et la qualité sera bien meilleure. Et il y aura moins de dégâts, moins de pollution, moins de ci, moins de ça. Ben, euh, donc, imaginez, pour 100 euros d'investi en électroculture, ça fait 1000, et je dirais même plus encore, mais ça fait après 10 ans 1000 euros de moins dans les poches de Bayer, Monsanto. Là, ça fait des économies à la sécurité sociale. Donc, c'est que du bénéfice pour la société. Hein. Après, euh, le, ouais, donc c'est que du bénéfice pour la société. Et donc, imaginons un petit
indépendant, je sais pas moi, pas un plombier, mais on va dire un conseiller électroculture comme moi qui gagne, je sais pas, un salaire et il gagne 10 000 euros. On va dire qu'il a moins qu'un SMIC, 10 000 euros hein, par an, 1 000 euros par mois, ou on va dire, ou 15 000 ou 20 000 euros par an, un SMIC, on va dire. Ben, ça fera 150 000 euros de moins si maintenant moi je vends pour 15 000 euros à l'année de matériel, ça fait 150 000 euros de moins dans les poches de Bayer, Novartis, Monsanto et tout le bazar. Après, je dis pas ça pour les embêter, hein, il faut bien trouver un autre travail aussi. Mais ils peuvent aussi faire l'électroculture. Mais en plus, ça fait tout de bénéfices en plus pour l'agriculteur. L'agriculteur, il retrouve son indépendance financière. C'est tout de l'argent qu'il n'a plus besoin de sortir tous les ans. Hein, c'est tout de l'argent qu'il n'a plus besoin d'emprunter aux banques non plus. Hein, donc, ça fait que du positif. Et en période de crise, c'est vraiment primordial. Hein. Ah, ça fait une grande différence. Et les pays, un exemple comme la Russie, mais en France aussi. En Russie, par exemple, ils ont vraiment misé très gros sur le bio. Hein. Ils veulent devenir premier exportateur mondial et producteur de céréales bio dans le monde. Hein, et ils sont bien partis pour, et ils le sont déjà, je pense. Donc, en Chine, pareil. En Chine, il faut savoir qu'en Chine, ils développent à fond l'électroculture. En Chine, après, c'est de l'électroculture, ce n'est pas les techniques. Ils ne connaissent pas trop les techniques dont je parle là, mais ils utilisent des anciennes techniques plus avec l'électricité artificielle. Mais pour vous dire, il y a 5 ans environ, non, c'était vers 2012, il y a un professeur chinois qui m'avait invité, qui m'avait appelé et qui voulait que je vienne pour enseigner tout ce que je connaissais d'électroculture dans son université hein, aux étudiants. Après, les circonstances de la vie ont fait que je n'ai pas été, hein, mais quelque part, je regrette un peu, mais voilà, c'est comme ça. Mais dans ce temps-là, il y avait encore quasiment rien d'électroculture en Chine. Et après, ils ont commencé à faire des expériences. Et là maintenant, l'année passée, ou il y a 2 ans, il y a eu un article qui était paru en France officiellement. Ils avaient plus de 3600 hectares avec de l'électroculture, hein, dans les serres et tout ça, avec des fils électriques au-dessus de leur culture. Hein. Comme je disais, c'était une ancienne technique où ils mettent un pôle positif au-dessus des plantes et ça stimule la plante à pousser. Avec ça, ils arrivaient à réduire énormément les pesticides et les engrais et augmenter leur récolte. Et ça se développe maintenant à une vitesse incroyable en Chine. Hein. Donc là, la France est déjà quelque part dépassée, hein, parce que je ne pense pas qu'on ait déjà des milliers d'hectares en France, bien que ça va vite. Hein. Un agriculteur classique, il a 100 hectares. Donc, il suffit d'une dizaine, ça fait déjà 1000 hectares et j'ai quand même déjà des centaines de clients agriculteurs et potagers. Après, ils font ça dans toute discrétion hein, et ils font leur travail à leur façon. Inspirer l'électroculture aussi. Donc, c'est tout à fait possible qu'il y en a déjà aussi des milliers d'hectares en France. Hein. Maintenant, ce que moi je fais, c'est plutôt, je me concentre aussi sur l'enseignement, les conférences comme on fait là, pour faire connaître. Et après, les gens, ils font eux-mêmes leur popote, je dirais, hein, leurs expériences et les techniques qui se sentent bien avec. Hein. Donc, je ne peux pas dire, voilà, il y a tel agriculteur qui utilise toutes les techniques d'électroculture que je connais. Ça n'existe pas vraiment. Ils font chacun les techniques qui leur semblent intéressantes. Hein, un peu, il y en a un, il va utiliser les tours rondes, un autre les antennes magnétiques, un autre les pyramides, un autre il va dynamiser son eau, un autre il va faire différentes choses ensemble, comme ça. Donc, chaque agriculteur, il fait aussi
comme ce que lui semble bon et il fait son chemin d'évolution aussi et il apprend par l'expérience aussi. Parce que ça aussi, les gros de l'agriculture, de l'agrochimie, ben, eux, ils sont financés par des milliards d'euros, des millions d'euros déjà de subventions, d'aides et de leurs bénéfices qu'ils investissent dans la recherche, que moi, tout seul, là, mais moi c'est juste mes économies et c'est plutôt la communauté de chacun d'entre nous, c'est par le partage qu'on apprend, parce qu'il n'y a pas, il y a quelques recherches scientifiques quand même qu'on trouve sur les effets magnétiques sur l'eau, sur les plantes, les semences, il en existe quand même, mais bien moins que tout le domaine de la chimie et tout ça. Donc ce qui est assez exceptionnel, c'est que l'électroculture se développe aussi quand même très fortement, mais dans un esprit communautaire. C'est vraiment une émulation des gens. Et ça s'est développé le plus par les jardins et par monsieur tout le monde comme nous. Et de là, c'est venu chez les agriculteurs, les professionnels. Et ça, je trouve assez merveilleux, c'est que ça vient vraiment de la base et des gens. Et parfois, il y a même des agriculteurs qui expérimentent d'abord dans leur petit potager et après, ils commencent à faire dans leur grand champ à grande échelle. Et que, donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Hein. Ah, ça me fait plaisir d'ailleurs. Donc là, on voit les antennes Lakowski. Hein, je pense qu'il y avait déjà une autre personne qui avait fait une petite conférence sur l'électroculture. Je pense qu'il en a aussi déjà bien parlé. C'est très connu, mais je vais avancer parce que là, je vais vous montrer vite fait. Attendez, je vais regarder l'heure. Ah oui, bon, bientôt, il est déjà 11h30. Ouais, je vais aller très vite là-dessus. Donc, le circuit Lakowski, c'est le principe d'une boucle ouverte. Hein. Donc, on voit là une boucle ouverte à fil de cuivre. Pourquoi en cuivre? Parce que, disons que les expériences ont montré que ça fonctionne le mieux avec le cuivre. Hein. Si on fait avec du plomb, là, les plantes restent toutes petites, c'est pas bon. Si on fait avec du nickel et d'autres métaux, ben, les effets peuvent être différents. Donc, on fait toujours en cuivre. Et c'est, on va dire, vraiment le principe, c'est tout simple, c'est une boucle ouverte. Au début, vous voyez l'image là du géranium. Donc, c'est une série de géraniums là, qui ont été infectés par un cancer des plantes. Et Georges Lakowski, donc c'est un chercheur des années 30, ben, il a mis une boucle en cuivre comme ça, ouvert, sur un des géraniums. Et vous voyez, le géranium a continué à pousser comme si de rien n'était pendant que tous les autres sont morts, ou quasiment morts. Et après, ben, il a fait plein de recherches. Hein. Il y a un livre que je conseille qui s'appelle Oscillation cellulaire que vous trouvez sur Internet. Il est réédité. C'est vraiment très intéressant sur toutes ces expériences. Et après, il a même développé des appareils de soins et de guérison qui étaient utilisés dans les hôpitaux en France hein, et après aux États-Unis aussi. Et il a pu soigner comme ça même des patients avec des cancers, etc. Alors moi, je dis souvent, quand il y a Téléthon, il ne faut pas leur donner de l'argent, il faut leur envoyer un circuit Lakowski. Ah, ça coûte bien moins cher et il n'y a pas besoin d'aller demander de l'argent aux gens. Et, ben voilà. Mais c'était des recherches tout à fait officielles. Hein. Par exemple, là, vous trouvez des recherches qui ont été publiées dans l'Académie des sciences par Lakowski. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus officiel en France. Hein. Mais maintenant, il faut comme s'il n'existait pas. Pourtant, il a été publié à l'Académie des sciences. Hein. Et donc, la boucle en cuivre, on peut l'utiliser, ça marche très bien sur les arbres fruitiers. Vous n'êtes pas obligé de la mettre autour de la plante en angle, etc. Vous pouvez aussi simplement la mettre sur le sol, au pied de la plante, hein, autour de la plante. Et ça fonctionne très bien.
ou vous pouvez même le mettre autour d'une grosse branche de l'arbre et ça fonctionne très bien aussi. Maintenant, c'est mieux autour du tronc quand même, hein, et c'est mieux avec l'ouverture au nord, hein, au nord de la terre, hein, donc ça, c'est aussi mieux. Mais disons que tout ça, c'est de l'optimisation. Mais le principe de base est la boucle ouverte en cuivre. Donc ça, je vous invite à mettre ça surtout autour des arbres fruitiers, ça fonctionne très bien. Ça marche bien sur l'eau aussi. Ça marche bien sur l'humain comme bracelet aussi, ça marche bien. Sur les semis, ça marche aussi très très bien. Donc vous voyez, il y a que des avantages, hein. Ça augmente la vitalité globalement de la plante. Il y a beaucoup moins, comme il y a plus de vitalité, elle est plus résistante aux maladies, aux ravageurs, mais aussi aux gelées printanières, hein. Moi, je conseille de mettre ça autour de tous les arbres fruitiers et parfois, ça peut faire des grandes différences quand il y a des gelées. Ben, parfois, c'est que les arbres avec le circuit Lakowski qui portent des fruits et tous les autres, ils n'en ont plus, hein. Voilà, meilleure croissance en général aussi, hein, donc c'est assez... Ouais. Après, je fais aussi des appareils électroniques, mais c'est tout un sujet aussi. Je vais avancer. Oui, donc lui, je vais vous en parler un petit peu. Donc ça, c'est Justin Christoflo. Donc lui, il mérite même une conférence à lui tout seul. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi. Donc lui, Justin Christoflo, va dire que c'est un peu le pionnier, c'est un peu mon modèle, hein, c'est un peu le papa de l'électroculture d'il y a un siècle environ. Donc lui, il était très actif déjà avant la Première Guerre mondiale et après. Avec l'électroculture, c'est surtout après. Et lui, c'est vraiment le papa de l'électroculture moderne, hein, comme je l'enseigne et le pratique. C'est lui qui m'a le plus inspiré. Il y a beaucoup de points communs d'ailleurs aussi entre ma vie et sa vie quelque part. Il y a des choses assez rigolotes. Un exemple, j'ai ma fille qui s'appelle Éléonore. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais on l'a appelée Éléonore. Et Élé, ça fait Élé d'électricité au nord. Au nord, souvent, les antennes d'électroculture, il faut toujours les diriger avec le nord magnétique terrestre, etc. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Et après, j'ai une deuxième fille que j'ai appelée Léonie. Après, je me disais, c'est bizarre ça, je vois aucun lien avec l'électroculture. Et je me disais ça comme ça, sans plus, parce que ma première fille avait vraiment un lien et je n'ai pas fait exprès. Et après, ma deuxième fille, je me dis, ah ben c'est bizarre. Et après, en fin de compte, j'ai appris que la secrétaire de Christoflo s'appelait Léonie. C'est quand même fou, ça. Et, et, et je ne savais pas ça avant. Et donc, Christoflo, Justin Christoflo, c'était un chercheur indépendant, on va dire. Il avait son entreprise à lui, indépendant. Il ne faisait pas partie des institutions officielles. Et il a vraiment développé l'électroculture à grande échelle. Donc, lui, il voulait vraiment aider le peuple, le monde et la société à produire plus, de meilleure qualité et aussi indépendant, sans engrais. Il faut s'imaginer que c'était juste après la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi la grippe espagnole, il y avait eu la guerre, il y avait des grosses pénuries, des gros problèmes dans l'agriculture, dans la société en général. Il fallait fournir de l'alimentation en suffisance pour tout le monde. Et alors là, il a réfléchi et il a remis au goût du jour l'électroculture de ses ancêtres à lui, comme Bertholon, Paulin, etc. Et il a vraiment développé ça pour l'agriculture. Et alors, il a montré des résultats, hein. Il a vraiment des persils qui font 1 mètre de haut, des épeautres et des blés qui font de presque 2 mètres de haut et des récoltes exceptionnelles, hein. Des choux qui font des circonférences je vais vous montrer quelques photos là. Ben, vous voyez les poireaux immenses là.
Vous voyez ces antennes, donc c'était inspiré hein, de ces antennes type atmosphérique. Hein, donc vous voyez un grand poteau en bois de 6,25 m de haut avec des pointes dirigées vers le ciel. Et ce que lui il a apporté en plus, c'est vraiment la très grande innovation de sa part, c'est la pointe dirigée vers le sud magnétique de la Terre, sud-nord là, que vous voyez. Hein, et après, ça a évolué vers le système que vous voyez en bas à droite, qui est un système qui est complètement enterré nord-sud et qui est relié alors à des fils, comme vous voyez là la photo d'en haut, le dessin, vous voyez nord-sud, la direction, ben, il reliait des fils nord-sud sur tout le champ, reliés à une antenne à l'extrémité sud du champ, comme vous voyez. Et tous les fils de fer galvanisés étaient espacés d'environ 1 à 3 mètres environ, 1 à 2 mètres et demi même, je dirais, et donc sur tout un champ. Et alors ça donnait des résultats exceptionnels. Et alors moi, je me suis inspiré de ça pour faire aussi mes antennes en moi, qui sont un peu plus, qui sont plus simples, plus je dirais pas plus efficace parce que j'ai jamais comparé exactement, mais ils donnent déjà ils donnent des très bons résultats aussi. Hein. Je vais vous montrer ça. Et donc, Justin Christoflo, lui, il a développé ces différents types d'antennes. Hein. Ça a évolué dans le temps. Au début, c'était que des antennes type atmosphérique et après, c'était des antennes enterrées, complètement enterrées, hein, dans les années 30. Au début, dans les années 20, c'était atmosphérique et après, complètement enterré dans les années 30. Et il a diffusé par milliers ces antennes dans le monde entier, beaucoup dans les ex-colonies françaises, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Suisse, aux États-Unis, en Belgique. Donc, vraiment dans tous les pays. Et dans ce temps-là, ce n'était pas encore comme Internet, comme aujourd'hui. C'était par la communication postale et par la communication par les bateaux. Il n'y avait pas encore tellement les avions non plus hein, dans ce temps-là. Hein. Donc lui, il a réussi à développer vraiment l'électroculture à une échelle mondiale, à lui tout seul, hein, avec sa secrétaire, et peut-être qu'il avait probablement un peu de personnel, je ne sais pas. On cherche toujours des informations sur lui hein, et tous les ans on trouve un peu des nouvelles informations hein, en faisant nos enquêtes parce que quasiment tout de lui a été censuré, a disparu en France. On a beaucoup retrouvé des vieux documents sur lui à l'étranger, mais quasiment plus rien en France. Hein. Donc c'est vraiment il y a vraiment une censure énorme en France autour de l'électroculture, parce que imaginez que lui, il était quand même très connu. On retrouve des vieux articles de presse dans le journal L'Humanité, où il y a même les politiciens qui se querellent sur le bien fondé des pratiques de Christoflo ou pas, et des choses comme ça. Donc, il était quand même un personnage public assez connu. Et quand même, on trouve très peu d'informations. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il était indépendant des lobbies de ce temps-là, agrochimiques, et des institutions qui étaient déjà sous le pouvoir ou manipulées par les lobbies. Et donc, lui, il était complètement indépendant de ça. C'est pour ça que dans les institutions officielles, on ne trouve pas d'infos sur lui. Très difficile. Où c'est caché alors, hein, mais on ne les trouve pas. Parce qu'il n'avait pas de recherche comme ça officielle. Il y a eu, dans l'histoire, on trouve qu'il y a eu des recherches officielles avec grand succès à Metz, à l'école d'agriculture ou l'université agricole de Metz. Mais après, comme ça se passe aujourd'hui en France, quand par exemple, il y a Seralini qui avait fait une recherche tout à fait officielle qui montre les dangers des OGM, que ça crée des cancers sur les rats de laboratoire, alors tout de suite, il y a des contre-études pour dire que ce n'est pas vrai. Dans ce temps-là, pareil, quand à Metz, ils avaient eu des super résultats,
Ben, après, il y a une contre-étude, soi-disant, dont on n'a jamais vu les plantes. Hein. Ils ont inventé ça de A à Z, hein. Ah, on pense. Hein. Ben, ils ont fait soi-disant une contre-étude, je pense, à Reims pour dire que ce n'était pas vrai. Ah, vraiment n'importe quoi. Hein. Mais ça montre comment fonctionne la science, mais la science corrompue, hein, pas la science noble du terme. Hein. Il y a aussi des bons scientifiques qui veulent faire honnêtement leur travail. Hein. Mais il y a une partie des institutions ou du système scientifique qui est complètement corrompu, hein, et qui ne veut jamais que des choses sortent euh, dans l'intérêt du plus grand nombre, mais ils manipulent les informations dans leur intérêt ou l'intérêt de ceux qui les financent. Hein. Et donc, Christophe Lowe, il n'a pas eu besoin de toutes ces institutions pour se développer. Comme moi, pareil, moi, je cherche pas du tout la reconnaissance de la corruption organisée, ça ne m'intéresse pas. Hein, mais il y a quand même, par-ci, par-là, des scientifiques qui s'y intéressent de façon individuelle, hors système, à ces choses-là et qui font du beau travail. Hein, et peut-être qu'un jour, la politique change et qu'ils s'intéressent vraiment sérieusement à l'électroculture. J'en parlais encore à quelqu'un tout à l'heure. Hein, je suis sûr que dans les prochaines années, il y aura des États complets qui vont, des ministres de l'agriculture qui vont commencer à s'intéresser à l'électroculture, rien que pour l'indépendance et l'autonomie des pays au niveau agricole. On ne peut pas faire autrement. Ils vont sûrement s'y intéresser parce que ça permet de changer l'agriculture très rapidement dans des façons et des pratiques alternatives très productives et beaucoup plus saines. Ah, voilà, c'est évident. Et donc là, Christophe Lowe, vous voyez, il a eu des résultats exceptionnels. Hein. Vous voyez les poireaux là, vous voyez là des poiriers, des vieux arbres qu'on dirait, ah, ils produisent plus rien, on va les couper. Lui, il mettait ses antennes d'électroculture à côté et après, ils étaient nouveau plein de fleurs, plein de fruits. Hein, ça, je peux vous témoigner. J'ai eu plusieurs témoignages comme ça, hein, de mon réseau. Ça fonctionne très bien. Il y a même des anciennes techniques. Après, ça, c'est pas Christophe Lowe, mais ça, c'est par exemple des États-Unis. Ellen White, c'était une sorte de mystique spirituel, une sorte de. Elle conseillait une technique de plantation des arbres et on retrouve là, vous voyez, une boîte de conserve autour de l'arbre. Déjà, le fait de mettre un grillage autour de l'arbre, par exemple, ce qu'on met un grillage à moutons ou un grillage pour protéger les arbres des lapins ou des moutons ou des animaux. Déjà, rien qu'avec ça, les plantes poussent jusqu'à 2 fois plus vite, hein, et se portent mieux. J'ai vu comme ça. C'était en Australie, j'étais de passage là, c'est une longue histoire, mais voilà, je suis arrivé en Australie un jour, une semaine, j'étais là et j'ai été visiter une ferme. Et là, il y avait toute une rangée d'arbres. Et la moitié des arbres, il y avait un grillage autour et l'autre moitié pas. Et alors, je demandais à la dame, à l'agricultrice, pourquoi. Et alors, elle m'a dit, il y a 10 ans, on a enlevé le grillage, là, après les autres, on n'a pas enlevé, et après, on s'est resté, etc., etc. Et après, je lui demande, et les arbres, ils ont été plantés exactement au même moment, et alors elle dit, oui, oui, ils avaient été plantés environ une vingtaine d'années avant. Et les arbres avec le grillage autour, ils étaient 2 fois plus gros que les arbres sans le grillage autour. Hein, donc, après 20 ans, ça faisait ça. Hein, ils étaient 2 fois plus gros. Hein. Donc, c'était, je pense, des peupliers ou des saules. Je ne me rappelle plus trop bien. Non, je pense que c'était des peupliers. Je pense que c'était des arbres assez hauts comme ça. Ouais, dans mon souvenir. Et donc, du coup, ça, c'est une technique toute simple. Hein. Vous mettez un simple grillage et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plante fait effet antenne et après, le grillage autour
il y a quelque chose qui se passe. Ça doit créer comme un champ d'énergie, un champ électrique entre le grillage où là, la boîte de conserve et l'antenne. Ça fait penser à la technique d'électroculture comme expérimentée par Martin Kerel, dont je vous ai montré tout à l'heure l'image. Martin Kerel qui a fait la thèse là, sur, de pharmacie là, sur des plantes médicinales avec des techniques d'électroculture. Ben là, après, là, c'est une photo d'un qui a expérimenté ça. Vous voyez un arbre à gauche planté avec cette méthode et à droite, le tout petit, là, c'est le témoin. Après, c'est un peu impressionnant, hein, mais voilà ce que ça peut donner parfois. Hein. Ça, c'est la technique que moi, je fais là. C'est, on va dire, inspiré de Christophe Flo, mais simplifié. Hein. Donc, vous avez un fil de fer galvanisé et après, vous avez une antenne magnétique qui est faite de petits aimants. Vous voyez là? Donc, ça, c'est un petit cylindre avec un trou au milieu, là. Vous voyez? Et après, il y a un nord magnétique et un sud magnétique. Hein. Un aimant a toujours un pôle nord, un pôle sud. Hein. Et alors, je mets le nord magnétique direction le nord de la Terre et je mets le fil tout simplement à travers, que Christophe Lowe, lui, devait connecter le fil avec un boulon à son système et que moi, je mets juste comme ça un aimant. Et après, je vous épargne tous mes prototypes avant que j'ai expérimenté. On va dire que ça, c'est après 10 ans d'expérience. Maintenant, c'est comme ça. Et, et maintenant, c'est depuis quelques années, c'est comme ça depuis 2012 environ, je pense. Je ne sais même plus exactement quand je l'ai inventé, celui-là. Là. Mais après, je l'améliore aussi au fur et à mesure. Je vais vous donner encore une astuce qui améliore encore beaucoup les résultats. Donc, alors le fil de fer galvanisé, je le dirige vers le nord. Comme vous voyez, là, des tranchées dans mon potager, là, ça c'était dans la maison où j'habitais il y a 10 ans, environ, non, il y a ouais, 7-8 ans, là. Et ben, je fais des petites tranchées de 20-30 cm de profondeur et où j'ai mis le fil relié à l'antenne magnétique. On peut aussi relier une antenne magnétique à plusieurs fils, comme l'image que vous voyez en haut à droite. Mais alors, ça demande plus de travail parce qu'il faut relier les fils ensemble et il faut les relier d'une certaine façon aussi pour que ça fonctionne bien. Mais ça, vous trouvez dans le livre de Christophe Lowe, que vous trouvez aussi en téléchargement sur mon site et, ou sur Internet aussi. Et donc là, ça va diffuser ce champ magnétique, ça va magnétiser plus rapidement tout le fil nord-sud. Et alors, les plantes poussent beaucoup mieux au-dessus et autour. Vous allez voir là. Ah, ça, c'est avec ma fille, Éléonore. Ah, c'était chez un copain. Voilà. Ah, je ne montre pas le visage parce que je ne veux pas trop. Sur Internet, je ne montre pas. Mais voilà, là, je trouvais ça rigolo comme photo. Ah, parce qu'elle, elle s'intéresse vraiment depuis tout petit. Hein. Elle a ça dans ses gènes. Et bah, après, on verra ce qu'elle fait. Mais encore aujourd'hui, elle s'intéresse beaucoup. Ben, vous voyez, hein, on fait juste des petites tranchées nord-sud et on met le fil dedans. On peut aussi mettre le fil en surface sur la terre, ça fonctionne aussi. Mais ça fonctionne quand même mieux enterré. Une fois qu'on l'a enterré, après, on n'a plus besoin de regarder. Après, l'idée, c'est aussi de ne pas trop travailler le sol. Hein, si on travaille le sol, alors il faut peut-être l'enterrer un peu plus profondément pour ne pas risquer de casser le fil ou de rester accroché au fil. Hein. Bah, vous voyez là le gros chou-fleur. Ah, ça, c'est un chou-fleur que j'ai eu dans le jardin. Bah, vous voyez sous la photo en bas à droite, vous voyez aussi une petite tour ronde. C'est un des prototypes d'avant. Hein, mais maintenant, je l'ai fait comme ça. Mais avant, vous voyez une petite tour ronde derrière sur la photo là. Et vous voyez, le chou-fleur a poussé pas loin aussi de la tour. Et vous voyez à côté, hein, le poireau aussi, il est assez gros. Hein, il est très gros aussi. Et il y a d'autres plantes là aussi qui sont assez gros.
Ah oui, ça c'est, vous voyez le résultat de cette antenne. Vous voyez là à gauche les pommes de terre derrière, beaucoup plus grands que ceux à droite. Les aubergines, les plants, ils poussent nettement mieux aussi que ceux à droite, vous voyez. Donc ça, j'avais planté exactement la même chose sur deux rectangles, mais l'un avec les antennes et l'autre pas. Ben, on voit la différence. Hein. Après, vous voyez en bas à droite, ça c'est un radis, mais c'est pas de mon jardin, ça c'est un client qui m'a témoigné ça, qui m'a envoyé ça, un radis immense, vous voyez, aussi grand que la bouteille de Monroucou. Là, sous la photo en bas, vous voyez l'antenne magnétique avec une boussole à côté et un indicateur de pôle, c'est un petit aimant sur un axe. Ben, ça, c'est pour vous montrer comment il faut orienter l'antenne par rapport au champ magnétique terrestre. Donc, si vous avez une boussole qui dirige vers le nord, donc le rouge, c'est le nord, ben, il faut que l'aimant soit comme ça et le fil qui continue vers le nord, comme ça. Ça, c'est très important. Il faut toujours comme ça respecter il faut toujours respecter le champ magnétique terrestre comme ça. Si on se met toujours en harmonie avec le champ magnétique terrestre, alors ça va toujours amplifier les résultats. Si on se met en disharmonie, on va dire le contraire, on met l'aimant dans l'autre sens, par exemple, alors la boussole va être perturbée et va montrer le nord dans l'autre sens. Alors là, on aura des résultats même négatifs. Alors les plantes pousseront même moins bien. Hein, donc, ça montre bien que c'est en lien, ça fait un effet antenne avec le champ magnétique terrestre. C'est un peu comme si on capte radio-terre, hein, je dirais. Hein. C'est vraiment une antenne qui va amplifier le champ magnétique terrestre et capter toutes les énergies subtiles, les fréquences, les énergies subtiles qu'il y a dans ce champ magnétique terrestre, localement, et l'amplifier localement. Mais je le vois comme ça. C'est pas que ça le fait à la place, hein. Ça travaille ensemble avec les énergies de la nature. Hein. Ce qu'il y a aussi qu'on peut comprendre, ce que j'essaye de faire comprendre aussi dans ma philosophie, c'est que l'électricité et le champ magnétique, comme on la connaît, comme on la mesure en science, c'est, on va dire, que porteur de ces énergies subtiles. On va dire de l'électricité naturelle est différent que de l'électricité artificielle, ou du magnétisme naturel, du champ magnétique terrestre est différent le champ magnétique terrestre, c'est pas juste, voilà, il y a un champ magnétique, non, il y a plein de fréquences d'énergie subtile qui sont portées par cette énergie magnétique, on va dire. Ce qu'on mesure de l'électricité, du magnétisme, est que la pointe de l'iceberg, on va dire. Hein, et on voit que ce n'est pas la puissance qui joue. Ce n'est pas parce qu'on va mettre un aimant plus puissant que ça fonctionnera mieux. Hein. Ça, ce n'est pas vrai. Hein. C'est vraiment une histoire les ondes Schumann, c'est très faible intensité, mais ça fait des résultats immenses. Donc, c'est vraiment dans la qualité des énergies qu'on joue, ce n'est pas la puissance des énergies. Hein. Il y a des façons d'électroculture où ils utilisent l'électricité artificielle, mais ça, je ne suis pas pour, parce que souvent, il y a des côtés négatifs aussi. Il y a des effets secondaires aussi négatifs avec l'électricité artificielle qu'il n'y a pas avec l'électricité naturelle. C'est pour ça que je stimule, ou moi je m'intéresse surtout à tous les aspects ou toutes les applications, les techniques d'électroculture passifs qui vont utiliser des techniques qui vont travailler avec les énergies naturelles et pas l'électricité artificielle. Ça, c'est très important parce que c'est une toute autre approche, hein, c'est une autre façon de faire. Dans la science, ah oui, ça c'est aussi très intéressant à savoir, c'est que dans la science officielle, ils sont toujours intéressés surtout à l'électricité artificielle. Pourquoi? Parce que, alors, s'ils ont des bons résultats, ils sont dans l'esprit, ah ben, on va mettre un compteur chez l'agriculteur et on va lui vendre de l'électricité tous les ans. Ah, on va lui vendre telle ou telle énergie électrique.
Mais après, ils ont remarqué que pour très peu de consommation électrique, on pouvait avoir de tellement grands résultats qu'ils se sont dit ah ben, ils peuvent gagner bien plus d'argent en vendant des engrais qu'en vendant de l'électricité. Et alors, du coup, ils ont abandonné, on va dire, toute la recherche d'électroculture avec l'électricité artificielle. Mais dans les institutions, ils n'ont quasiment jamais fait des recherches avec l'électricité naturelle, on va dire, hein, ou avec des antennes passives, sauf dans les années 1800, début 1900, quand les lobbies n'étaient pas encore trop puissants, on va dire. Hein. Mais ça, voilà, il faut comprendre cette logique pour comprendre le pourquoi du comment de ces recherches, hein, et pourquoi il y a, ça s'est fait comme ça. Ah, là, ça c'est par exemple un client qui m'a acheté des antennes comme ça. C'est un Français qui s'est équipé d'antennes magnétiques cylindriques comme ça. Et vous voyez un rang de bananiers là au milieu. Donc, vous imaginez bien que ce Français, il n'a pas planté ça en France, il a planté ça au Brésil. Hein. Donc, il s'est installé au Brésil dans des zones qui ont été complètement déforestées. Et lui, son but, c'est de recréer un biotope très fertile. Ah, il fait de, comment on appelle ça, l'agriculture syntropique. C'est très intéressant. Donc, il a planté là au milieu, vous voyez les bananiers plantés. Ils ont un an, je pense, ou deux, je ne sais pas. Et après, à droite, vous voyez aussi un rang de bananiers qui sont beaucoup plus hauts, plus grands, vous voyez. Ben, la différence, ils ont été plantés au même moment. Les bananiers à droite, il y a une antenne magnétique à côté, en dessous, et les bananiers à gauche, ben, il n'y a pas d'antenne. Et donc, vous voyez la différence. Alors, imaginez-vous, après quelques années, ce que ça fait. Ben, ça, c'était une photo d'il y a 1 ou 2 ans. Ben, il y a quelques mois, il a republié des nouvelles photos. C'était vraiment nuit et jour. C'était encore plus grand, les différences. Hein, donc, c'était vraiment immense. Ce qu'il y a aussi, c'est que lui, il est dans une zone où il y a beaucoup de sécheresse. Parce qu'il faut savoir, dans la forêt amazonienne, il pleut normalement quasiment tous les jours. Mais dès qu'il rase toutes les forêts, après, il pleut presque plus, beaucoup moins, parce que la pluie se forme aussi, c'est en interaction avec les forêts, avec la végétation. Et si on rase tout, ben, le temps est tout à fait perturbé. Ça influence le climat aussi et le temps. Hein. Et les pluies. Et justement, ben, il y a des gros problèmes de manque de pluie aussi en France. Hein. On peut se poser la question aussi, est-ce que le fait d'avoir rasé tous les arbres dans les champs, les haies et tout ça, n'a pas joué aussi à créer à participer en tout cas à créer ces sécheresses aussi dans certaines zones de France. Ben, ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec l'électroculture, on remarque que les plantes font bien plus de racines et sont bien plus résistants à la sécheresse. Ça, c'est vraiment une très grande différence. Par exemple, moi, dans mon jardin potager, il m'arrive d'arroser un petit peu certains plants, mais pas tout. Mais j'ai des allées d'herbes. Ben, je peux vous dire, il y a eu les 5 dernières années, il y a eu 2 années comme l'année passée où c'était très très sec, hein, où il n'avait pas plu dans mon coin là depuis de mai jusqu'à fin octobre. Il n'y a quasiment pas eu de pluie, rien du tout. Hein. Juste un peu au mois d'août, il y avait eu peut-être 10 mm, 1 cm ou 2 maximum. Il n'y avait vraiment rien eu sinon. Ben, toute l'herbe qui était dans mes allées était bien verte, pendant que dans les prairies autour, c'était tout jaune. Hein, et je peux expliquer ça que par l'électroculture, hein, que par tous les antennes et les systèmes que j'ai dans mon potager. Et j'ai un autre ami pareil qui a aussi mis une tour ronde. Ah oui, ce qui marche bien contre la sécheresse, c'est les tours rondes. Aussi pareil, les jardins autour de chez lui étaient tout jaunes et chez lui, c'était resté tout bien vert. Hein, et surtout autour de la tour, on voyait bien la zone autour de la tour qui était restée bien verte. Donc,
Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant parce que dans les temps à venir et les temps d'aujourd'hui, où il y a de plus en plus de stress et de catastrophes climatiques et de manque de pluie, ça peut faire des grandes différences. Un exemple là, après je vais quand même me limiter dans le temps, hein, parce que là, il est quelle heure là? Ah oui, j'allais dire je m'arrête à minuit, mais il est déjà minuit 1, c'est trop tard. Je vais m'arrêter, je pense, parce que dans un quart d'heure, 10 minutes, ça va ou je veux pas. Ah, après, il faut que je m'arrête parce que sinon, on continuera. Mais voilà, je vais plus faire longtemps, là. Donc là, vous voyez mon fil, vous voyez dans la photo à gauche, j'ai fait un semis de tournesol et donc, il y a deux rangs, hein. Il y a un rang de tournesol où vous voyez qu'il n'y a que deux tournesols ou trois qui sont bien plus petits. Ah, il y en a quatre là. Euh, et à droite, vous voyez beaucoup plus de tournesols et plus grands. Donc, j'ai semé exactement autant de tournesols sur l'un que l'autre, mais près du fil, il y en a beaucoup plus qui ont germé et ils sont plus grands. Et après, j'ai semé, vous voyez, il y a des haricots à côté aussi, des haricots nains. Ça a l'air de bien pousser aussi avec le tournesol. Mais c'est pour vous dire la différence entre près du fil et plus loin, hein, on voyait bien sur ces tournesols. Sur la photo d'en haut à droite, vous voyez l'antenne magnétique mise sur un fil de palissage d'arbres fruitiers. Hein, donc ça fonctionne aussi comme ça, on peut aussi faire comme ça. Sur la photo en bas à droite, vous voyez des pommes de terre. Il y a un rang à gauche plus petit, un rang à droite plus grand. La différence, c'est le fil avec l'antenne magnétique. Ouais, ça, c'est mes antennes magnétiques, mais c'est encore des autres antennes. Je ne vais peut-être pas en parler maintenant, mais c'est avec ceux-là que j'ai eu des résultats aussi assez exceptionnels, hein. Ça, c'est les toutes premières antennes que j'ai faites en 2008-2009. Hein, mais ça fonctionne encore différemment. Ça c'est des antennes qui sont positionnées tout autour du champ. J'en mets un environ tous les 12 mètres autour du champ et un au milieu. Et là, je fais aussi un rituel, on va dire, je fais une sorte de prière aussi avec. Il y a un côté plus spirituel à ces antennes, on va dire, hein. Donc, je fais aussi un rituel où je dis où je dis que je relie le ciel à la terre au ciel, les énergies cosmiques et telluriques. Et, mais je pense, je vous en dirai plus dans une autre conférence. Et c'est parce que ça, c'était un peu plus compliqué à installer que j'ai inventé après les petites antennes cylindriques. Parce que ça, les antennes cylindriques, tout le monde peut installer. Il suffit de suivre les règles d'installation. Hein. Que ces antennes-là, ces grosses antennes, c'est comme ça. Vous voyez là? Donc, c'est un gros aimant avec une plaque de cuivre, de zinc et une antenne et une spirale aussi. Et un gros aimant, hein. Et là aussi, il faut bien l'orienter nord-sud. Mais ça, c'est enterré et c'est installé tout autour du champ. Et au milieu du champ, j'en mets un dirigé vers le ciel. Et donc, c'est avec ça que j'ai eu ces tournesols géants, hein. J'ai eu vraiment des tournesols gigantesques, comme vous voyez. Là aussi, vous voyez, c'est la toute première expérience. Donc, ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est le pourquoi j'ai fait ça. Au début, moi, j'ai vraiment pas fait ça dans l'intention de gagner ma vie avec ou financièrement parlant. Je gagnais déjà bien ma vie et disons mon épouse, son père est agriculteur en biodynamie et il fait des choux à choucroute et je l'entendais parler et il disait qu'il y avait de plus en plus de difficultés à faire des gros choux. Depuis des années, les choux devenaient de plus en plus petits et il ne comprenait pas trop pourquoi et il y avait un problème. Et alors moi, j'ai interprété ça au niveau énergétique et je me suis dit, pour faire une histoire longue, courte, on va dire, je me suis dit, si je fais une technique d'électroculture avec des aimants pour augmenter l'énergie tellurique
du champ, ben, les plantes vont être plus trapues, ils vont être plus gros, il manquait d'énergie tellurique, d'énergie terrestre. Alors je me dis, quoi de mieux que de travailler avec les champs magnétiques, le champ magnétique, parce que la Terre est lui-même un aimant, et le champ magnétique, c'est l'énergie tellurique. Les énergies cosmiques, c'est plutôt des hautes fréquences. C'est les lumières ultraviolettes, les ondes cosmiques, c'est des très hautes fréquences. Que les ondes Schumann et les ondes magnétiques de la Terre, c'est des très basses fréquences. Vous voyez, un éléphant, les infrasons, ou un oiseau avec les ultrasons. On retrouve toujours des règles. C'est un peu une vision. Je m'intéressais beaucoup au chamanisme aussi, et c'est un peu une certaine vision chamanique ou des règles de base, de bon sens, une observation de la nature. J'aime bien de regarder la nature avec un œil neuf, comme un inventeur. Je ne m'arrête jamais à l'acquis et aux théories qu'on apprend. J'essaie toujours de regarder avec un œil neuf. Ce n'est pas facile, mais pas toujours facile, mais on apprend énormément de choses en se disant, voilà, maintenant, je ne sais plus rien, je ne sais rien, maintenant, j'observe. Toute la vérité est dans la nature et devant moi, et j'essaie de découvrir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, mais comme un enfant. Et là, on découvre énormément de choses. D'ailleurs, avec les enfants, on découvre beaucoup de choses. Et, et alors, je me suis dit, je vais augmenter une énergie tellurique avec des aimants. En gros, c'est pour faire simple. Et alors, vous voyez, ben là, le champ au-dessus, c'est où j'ai mis les antennes magnétiques. Et vous voyez les choux qui poussent et les rangs se touchent déjà. Et le champ en dessous, c'est où je n'ai pas mis d'antenne magnétique. Donc, vous voyez la différence de croissance. Les champs au-dessus, ils commencent déjà à paumer. Donc, ça veut dire qu'ils font un cœur et la boule au milieu et les autres pas encore. Vous voyez, ça a poussé. Il avait gagné 2-3 semaines à même un mois sur le champ témoin. Ça a poussé beaucoup plus vite que prévu. Ça, c'est chez un autre agriculteur. Là, lui, c'est à terrasse bleue. Et là, regardez, le tournesol aussi géant. Et pourtant, ça, c'était une variété normale comme vous avez dans les champs. Alors, imaginez-vous qu'il y a des têtes de tournesol comme là, en bas à gauche, dans tout le champ, simplement avec l'électroculture, mais ça multiplie la récolte de 2, 3, 4, 5 fois. Les carottes, avant, il avait des carottes d'environ 50 grammes, comme vous voyez à gauche, au milieu. Et après, il avait des carottes qui faisaient 500 grammes en moyenne, et il en avait même de plus d'1 kilo. Donc, lui, c'est, pour ceux qui connaissent, qui habitent dans le coin, c'est près de Angers. C'est Alain Panlou, maraîcher à Cromières, entre La Flèche et Angers. C'est vraiment un maraîcher exceptionnel avec son épouse. Et vous voyez la rhubarbe immense. Il faut savoir que la rhubarbe, avant avoir mis l'électroculture, elle était toute petite, depuis 10 ans. Elle était petite. Et quand on a mis les aimants en place, l'électroculture avec les aimants, ce que j'appelle la magnétoculture aussi, c'est un peu plus précis avec le champ magnétique, la magnétoculture, après les rhubarbes sont devenus géants. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre que, je vais boire un petit coup. Je suis énergétisé, je suis entre les deux tours là. Donc, ça montre que vous avez un champ. Les plantes poussent d'une certaine façon depuis des années et des années. Les carottes étaient toujours petites, la rhubarbe était petite, ça ne poussait pas bien malgré tous ces efforts. Ça s'améliorait au fil du temps en mettant du compost, etc., comme il faisait, mais quand même, globalement, les résultats n'étaient pas mirobolants. Et moi, j'arrive là avec l'électroculture, on installe ça, et du jour au lendemain, on va dire la même année que j'ai installé ça au mois d'avril,
Et la même année, la rhubarbe est devenue géante, les carottes, c'est devenu une super récolte. Il a multiplié par 5 ou 6 sa récolte de carottes. Il avait des tournesols super grands. Et c'est comme ça, depuis 2010 jusqu'à maintenant, c'est resté toujours comme ça, des super récoltes. Donc, c'est ce qui m'a témoigné encore dernièrement. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça montre que même sans rien changer physiquement au terrain, dans le sens qu'il n'a pas apporté un autre engrais ou il n'a pas apporté quelque chose il n'a pas changé des pratiques agricoles sur son terrain, il a juste changé l'énergie du terrain par l'électroculture et tout de suite, ça a changé complètement la façon que les plantes poussent sur ce terrain. Ça va contre, on va dire, toutes les connaissances agronomiques classiques. Hein, ça remet en cause, on va dire, toute la connaissance ou la théorie autour de la fertilisation, autour autour de la croissance des plantes en général, même autour de la génétique. Parce que les agronomes, ils disaient, ah ben ta rhubarbe est petite parce que c'est génétiquement, elle est comme ça, et sur un sol de sable, ben, ça pousse pas bien, c'est normal. Ben, là, ça change complètement parce que là, en une fois génétiquement, elle est différente alors, ou quoi? Ah, c'est parce qu'elle est devenue géante. Donc, et le tournesol, pareil, génétiquement, elle donne pas, soi-disant, une grosse tête comme ça. Dans les champs, on voit jamais une tellement grosse tête comme là. Je ne sais pas si vous imaginez sa main à l'agriculteur, là, ça c'est la main d'Alain Panlou, elle est aussi grande que la mienne. Hein, donc ma main, pour vous dire, voilà, vous avez un stylo là, hein, vous voyez ma main, hein, c'est immense, hein, ma main. Ma main, j'ai rarement rencontré des gens avec une main aussi grande que moi, hein, pour vous dire, il n'y en a pas beaucoup. C'est une très grande main. Ben là, vous voyez avec un stylo, ben voilà, un bic, hein, un stylo, vous voyez la taille de la main. Ben, imaginez le tournesol là, la taille qu'a ce tournesol là, c'est immense. Hein, c'est la tournesol, il fait aussi environ 50 cm là, hein, ou bien 40 à 50 cm de diamètre. Et, et donc, ça va vraiment à l'encontre de toutes les théories classiques. Et ça, si je dirais ça à un agriculteur classique, ou même bio, il n'y croit pas. Ah, si on lui dit ça, ben, on va mettre là quelques aimants là, et tu verras, tu verras demain ce qui va se passer. Ben, tu verras, tu vas peut-être doubler ta récolte de ci ou de ça. Ils n'y croient pas les gens. Hein. Les gens ils peuvent pas y croire parce que c'est pas dans notre, j'allais dire dans notre endoctrinement, hein, dans ce qu'on a appris à l'école et tout ça. Donc, on ne comprend pas. Et on a difficile à comprendre que des énergies invisibles peuvent avoir une tellement grande action. Parce qu'on pense qu'il faut forcément la fertilisation. Dans, dans l'agriculture classique, il y en a, ils vont dire, ah oui, mais après, les plantes sont plus grandes, mais est-ce que ça ne va pas épuiser le sol? Ben, preuve que non, parce que ça fait déjà plus de 10 ans que ça dure chez l'agriculteur, là, en, en près d'Angers. Hein. Donc, et après, il n'est pas le seul. Maintenant, il y en a des dizaines. Il y a un témoignage un maraîcher aussi en Bretagne qui a aussi des résultats super incroyables aussi. Ah, incroyable, c'est pas incroyable. Hein. Un exemple, ça c'est en Italie. C'est un ancien stagiaire aussi qui s'appelle Biasini. Il a aussi fait de l'électroculture, alors dans des champs. Là, vous voyez les grains de céréales. Vous voyez là, en haut à gauche, ceux traités électroculture, hein, ou là en bas à gauche, et juste à côté, ceux non traités témoins. Hein, vous voyez une nette différence. Les deux épis. Vous voyez tout de suite que la récolte, c'est pas pareil. Hein. Si on récolte plein d'épis gros comme ça ou comme ça, c'est pas pareil. Hein. Donc, vous voyez, ça peut avoir des influences énormes. Vous voyez là le champ de maïs, ça c'est en Italie. À gauche, champ de maïs avec technique d'électroculture. À droite, champ de maïs conventionnel classique. Ah, vous voyez, c'est nuit et jour. Hein. Hein? Mais
malgré ça, l'agriculteur classique, comme il ne comprend pas l'électroculture, ben, il continue à sa façon classique. C'est un peu comme un drogué. Et on est un peu tous comme ça, on est des êtres d'habitude. On sait que voilà, quelqu'un il boit trop d'alcool ou il est alcoolique ou quelqu'un il boit trop de café ou machin ou ci ou ça, ben, on a très difficile à changer ses habitudes, même si on sait que c'est mauvais pour soi. Hein, après, ça peut pas forcément être tellement mauvais, mais ça dépend. Mais changer une habitude, même pour avoir des meilleurs résultats, c'est pas facile, même dans le système, hein, même dans l'économie, même dans on va dire que c'est un problème de psychologie humaine, hein, pas un problème de technologie, parce que les techniques, vous voyez, elles existent. On a des techniques pour faire de meilleurs résultats de façon plus naturelle. Hein, on voit que ça existe. Par exemple, là, il avait 20 tonnes de maïs à l'hectare au lieu de 7 à 8 tonnes à l'hectare dans les bonnes années chez les agriculteurs classiques. Hein. Donc, vous voyez la différence. Hein. Ah, ça, c'est pour les abeilles. Là, on peut mettre juste des aimants sur les ruches. 2 petits aimants, hein, tout simplement. On met un aimant de chaque côté de la ruche, bien orienté nord-sud, environ. Après, si ce n'est pas exact sur la ruche, ce n'est pas trop grave sur la ruche. Mais ça fonctionne très bien. Ça crée comme une bulle magnétique sur la ruche et on remarque que les abeilles se portent nettement mieux. C'est assez mystérieux le pourquoi du comment, mais on le remarque et ils produisent nettement plus de miel. J'ai même un apiculteur qui m'a témoigné que les abeilles, le matin, commencent à travailler facilement 1 heure avant les autres du groupe témoin. Hein, donc, c'est quand même très intéressant. Ça veut dire qu'ils ont quelque part plus d'énergie, il y a quelque chose qui se passe. Les pyramides, ouais, ça c'est un sujet intéressant aussi. Hein. Donc là, vous voyez du maïs en haut, témoin, et en bas, le maïs qui a été traité sur la pyramide. Et là, c'est sur la pyramide de Tikal, je pense c'est au Guatemala. Hein, comme vous voyez, c'est une pyramide de style nubienne, plutôt plus haute. Hein. Et après, au-dessus, ils faisaient le rituel au-dessus. Hein, ça fait comme un dolmen, vous voyez, ça fait, et ils ont mis les semences de maïs là au-dessus. Il faut savoir que tous les ans, il y a encore une tribu indienne en Équateur qui tous les ans chante pour ces semences, fait de la musique pour les semences. Attendez, ou c'est peut-être encore une autre tribu, mais il y a encore des tribus indiennes qui vont tous les ans sur la pyramide aussi avec leurs semences. Hein. Hein, donc pour les dynamiser. Hein, ils le disent peut-être pas comme ça, mais ils font un rituel à eux et le résultat est que leurs graines poussent mieux. Hein. Donc ça, c'est par exemple en Chine, un agriculteur chinois qui m'avait contacté il y a déjà plusieurs années. Vous avez son email avec les résultats là, que vous voyez en bas à droite. Vous voyez des choux chinois. Ceux en haut sur la photo à gauche, là, c'est les témoins. Et ceux en bas, c'est ceux dont les graines ont été dans la pyramide. À droite, vous voyez des bandes de culture. Vous voyez ceux à gauche, c'est ceux témoins. Et ceux à droite, c'est les choux chinois dont les semences ont été sous la pyramide. Donc, vous voyez bien la différence. Hein. Ça, c'est un agriculteur dans le sud-ouest. Je vais vous montrer. Là, vous voyez mieux. Là, c'est du blé, mais c'est du blé traité avec des produits chimiques. C'est pour ça qu'il est rouge. Hein. Mais il fait une grande pyramide en cuivre. Hein. Il faut savoir, j'ai des clients, que ce soit bio et des chimiques aussi. Hein. Mais moi, je travaille avec tout le monde. Hein. Si ça les aide et que ça leur permet de réduire leur usage de produits chimiques et de petit à petit se rendre compte qu'ils n'en ont pas besoin, tant mieux. Hein, c'est pour ça que je les aide, hein, pour améliorer leurs résultats. Hein. S'ils me contactent, c'est qu'ils sont bien intéressés à changer leur pratique, hein, ou sinon ils ne me contacteraient pas. Et
Donc là, vous voyez, ça c'est une grande pyramide hein, qui a bien plus de 3 mètres de haut hein, avec des tubes en cuivre. Et alors là, je fais des kits déjà à l'avance. Hein, ça rend plus facile la chose. Hein. Donc, j'en ai fait un métier, on va dire. Hein, je fais des kits comme ça que je diffuse. C'est beaucoup les agriculteurs, mais aussi les jardiniers, et aussi les thérapeutes parfois qui font leur thérapie dans les pyramides aussi. Ça marche aussi bien. Ben, vous voyez, des kits, c'est déjà soudé au bon angle avec du cuivre. Il faut que tout soit en cuivre hein, pour une continuité énergétique. Si c'est avec d'autres matériaux, ça fait des perturbations énergétiques et c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que c'est tout en cuivre. Et alors là, vous pouvez assembler avec des tubes qui sont emmanchés autour du kit. Hein. Et donc, j'ai les angles du bas hein, et la tête, hein, l'angle du haut. Et donc, je vends ça sur mon site. Hein, et, donc, maintenant, vous avez comme ça, il y a déjà, je peux vous dire, des centaines d'agriculteurs qui dynamisent leurs semences comme ça. Alors, ça me fait un grand plaisir et ça fait plaisir à la planète aussi parce qu'en général, ben, ça pousse nettement mieux. Regardez à droite, ça c'est les grains de blé sur le plateau à gauche témoins et ceux à droite, ceux qui ont été traités sous pyramide. Alors imaginez dans un champ entier où l'agriculteur a simplement mis ses semences sous une pyramide dans son hangar ben, ça les dynamise et après, il peut avoir des résultats parfois exceptionnels. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que les résultats peuvent être différents déjà d'un agriculteur à l'autre avec la même technique des pyramides ou d'autres techniques, mais aussi en fonction du moment. Par exemple, la pyramide est comme un amplificateur des énergies qui nous entourent. Donc, s'il y a par exemple beaucoup d'activité électrique dans l'atmosphère, des orages, de l'activité électrique, ben alors l'effet de la pyramide sera encore beaucoup plus grand que si c'est un temps électriquement calme. Aussi, s'il y a beaucoup d'activité solaire, beaucoup d'orages solaires, de taches solaires dirigées vers la Terre, ben, il y aura aussi plus d'activité électrique dans l'atmosphère terrestre et il y aura aussi beaucoup plus d'effets de la pyramide. Il y a aussi un effet négatif, par exemple, quand il y a des nœuds lunaires. Il y a des jours de la Lune qui sont négatifs. C'est 1 à 2 jours par mois environ. Hein. C'est lors des nœuds lunaires, ça on a déjà remarqué que ça donne une influence négative qui est amplifiée par la pyramide aussi. Donc, c'est intéressant de comprendre que la pyramide n'agit pas que tout seul, elle agit comme une antenne qui amplifie les énergies qui nous entourent, hein, qui amplifie les énergies cosmiques, telluriques qui nous entourent. Et donc, c'est assez mystérieux. Après, ça va plus loin encore, il y a encore beaucoup de choses à dire. La pyramide, ça va aussi harmoniser tous les organismes vivants qui vont dedans avec l'énergie locale. Donc, quand on va prendre une semence ou une plante qui vient d'ailleurs, imaginons, on achète nos semences dans le sud de la France ou dans le nord de la France, mais nous, on habite de l'autre côté, dans un tout autre climat. Ben, la semence, elle est comme choquée, on va dire. Elle n'est pas dans son milieu naturel. Elle ne reconnaît pas les énergies. C'est comme une pomme de terre cultivée en Belgique. Même la même pomme de terre, on va dire, elle aura un goût différent, une énergie différente si elle a poussé dans le nord de la France ou en Belgique ou dans le sud ou en montagne. Voilà. Ben, le fait de mettre l'organisme vivant dans la pyramide va harmoniser ses énergies avec les énergies du lieu. Et ça aussi, c'est très positif. Ça va aussi améliorer sa croissance après. Vous voyez, c'est encore un effet plus subtil. Après, globalement, la pyramide va augmenter l'énergie vitale en général. Alors, ça, c'est en général, ça augmente la vitalité de tout. L'effet secondaire de ça, c'est qu'alors tout ce qui est processus de putréfaction, de décadence est stoppé.
parce que ça témoigne d'une énergie vitale qui baisse. Comme l'énergie vitale est augmentée, ben, toutes les bactéries de putréfaction s'arrêtent, hein, se développent pas, et beaucoup moins. Et donc, du coup, ça explique le phénomène de quand on met, par exemple, un morceau de viande ou du lait ou un œuf sur un plat, dans une pyramide, ben, il va juste se dessécher, se déshydrater, mais sans pourrir. Et, et hors de la pyramide, ben, il y aura plein de bactéries de putréfaction qui vont se développer et ça va sentir mauvais et ça va pourrir, on va dire. Mais dans la pyramide, pas. Hein, ou beaucoup moins en tout cas. Donc, encore un autre phénomène, vous prenez un verre de vin en été, hein, et vous prenez une petite pyramide comme ça. Ben, ça j'ai remarqué tout à fait par hasard. J'avais mon verre de vin, je buvais, hein, voilà. La différence, c'est que là, c'est du génépi, c'est pas du vin, mais c'est bon aussi. En plus, c'est un très bon génépi d'une dame qui fait ça dans les Alpes et de façon artisanale. Hein, c'est une petite entreprise en biodynamie en plus. Excellent. Ce que j'ai fait en été, vous avez parfois des petits moucherons. Vous voyez, des petits moucherons qui vont sur le verre comme ça. J'avais mis mon verre dans la pyramide. Il y avait encore un peu de vin dedans. J'ai remarqué que les moucherons n'y allaient pas dessus. Et quand je mettais la pyramide en dehors, hein, quand je mettais le verre en dehors de la pyramide, là, il y avait les moucherons qui allaient dessus. Dans la pyramide, ils n'allaient pas dessus. Très intéressant, ça. Hein, vous voyez, donc, je dis quelque chose, mais peut-être ça marche contre les moustiques aussi. Si on dort dans une pyramide, on est peut-être protégé des moustiques, je ne sais pas. Ou sinon, le moustique va devenir beaucoup plus gros. Ah, cette blague. Parce que souvent, les êtres vivants qui poussent, comme les plantes, ben, ils deviennent beaucoup plus grands. Hein, et même les animaux. Il y a eu des expériences avec des lapins où ils ont mis une cage à lapins, ils ont fait grandir des petits lapins et les lapins ils devenaient bien plus grands dans la pyramide qu'au-haut de la pyramide. Hein, donc, c'est intéressant aussi. Après, voilà, il faut quand même faire attention quand même. Maintenant, comme je disais, l'effet de la pyramide, on n'a pas toujours des résultats. Il y a des agriculteurs, parfois ils ont des années, des super résultats, ou parfois ils doublent des récoltes, et d'autres années, ils font pourtant pareil avec la pyramide et ils n'ont pas beaucoup de différence. Ça s'explique parce que chaque année est différente, chaque jour est différent, et comme je disais, ça amplifie des énergies qui nous entourent, et ça, c'est toujours différent, on va dire. Hein. Donc, c'est intéressant à savoir. Donc là, vous voyez, là, un tournesol hein, où les semences ont été traitées à droite et à gauche, pas été traitées. Ah oui, très intéressant aussi, c'est les limaces. Pour ceux hein, dans le potager, souvent problème des limaces. Vous verrez, avec l'électroculture, les plantes sont bien plus résistantes aux limaces. Ça augmente la vitalité et automatiquement, les limaces s'attaquent moins aux plantes en pleine santé, on va dire. Hein. Donc, il y a moins de dégâts. Maintenant, il peut quand même en avoir quand même. Hein. Je n'ai pas de solution miracle contre les limaces, mais globalement, il y a quand même beaucoup moins de problèmes de limaces. Et aussi, j'ai appris à connaître une plante, parce qu'il y a des plantes que la limace n'aime pas, tout simplement. C'était un ancien stagiaire de mes stages d'électroculture. Il a découvert un peu par hasard qu'il y a une plante qui s'appelle le laurier palmatum ou le laurier cerise aussi. C'est un laurier qu'il y a dans les haies, qui fait des fleurs blanches et qui est très toxique. Hein, aussi pour l'humain, il est très toxique. Hein, c'est un laurier décoratif qui est très toxique. Et il avait fait du broyat, il avait fait du BRF avec. Et il avait mis ça dans ses buts. Et il avait remarqué que les limaces y partaient. Et alors, il s'est dit, c'est peut-être à cause de ce laurier que j'ai mis beaucoup de broyat, du laurier dedans, c'est peut-être ça. Et alors, il a testé
et il m'en a parlé. Et il prend quelques feuilles de ce laurier, des petits morceaux, et il met autour des plantes qu'il veut protéger. Et je vous assure, ça marche très bien. Je le fais aussi, ça. Quand vous transplantez une salade, un potimarron, des choux, ben vous mettez quelques feuilles de ce laurier, vous prenez juste quelques feuilles, vous déchirez un peu, vous mettez autour. Vous verrez, pendant un jour ou deux, les limaces ne vont pas sur la plante. Ils s'éloignent, ils partent. Ouais. Ah oui, voilà, ça c'est la fleur du laurier. Oui, ah, je regarde. Ouais. Et, euh, et ça sent très fort. Après, moi, j'ai fait un autre test. J'ai pris les feuilles de laurier, de ce laurier, j'ai mis en morceaux et j'ai mis dans l'eau. Et après, j'ai mixé ça un peu, j'ai filtré et après, j'ai mis dans un spray. J'ai sprayé ça sur les plantes que je voulais protéger, comme des petits choux, des potimarrons, et ça a l'air de fonctionner aussi. C'est plus simple parce que vous avez juste à faire le soir, parce que c'est souvent la nuit que les limaces mangent les plantules, hein. Et c'est souvent tout au début qu'il faut les protéger. Après, une fois qu'ils sont bien enracinés, qu'ils ont commencé à pousser, les limaces ne les dérangent plus tellement. Et après, il fait plus sec aussi, c'est l'été et tout. Donc, mais au printemps, quand on fait des transplantations et tout, c'est souvent là qu'on a le problème. Ben, j'ai remarqué que ça marche bien aussi en pulvérisation comme ça et temporairement, hein. Mais il faut faire attention parce que comme le laurier est très toxique, il faut naturellement pas aller le pulvériser sur sa salade qu'on mange le lendemain, hein. Il faut le pulvériser sur les plants quand ils sont encore petits pour les protéger quand ils poussent, mais après on arrête et on mange le légume un mois après ou deux, donc il y aura pas euh, les résidus du produit toxique, parce que même dans la nature, il y a des produits très toxiques, il ne faut pas les manger non plus, hein. C'est comme les produits chimiques qui peuvent être toxiques, mais des produits naturels peuvent aussi être très toxiques, hein. Il faut faire attention quand même. Donc, mais c'est quand même très intéressant contre les limaces, hein. Et là, je suis en train d'observer une nouvelle chose dans le jardin, c'est avec l'absinthe, la plante absinthe est aussi une plante vraiment super. Et j'ai sur les pois, j'ai un coléoptère qui mange les feuilles des pois. Et j'ai remarqué que les pois qui poussaient à côté de mon absinthe, eux, ils ne sont pas mangés, eux. Alors, je me suis dit, alors j'ai mis quelques feuilles d'absinthe là pour tester. Ça a l'air de fonctionner aussi. Je mets juste quelques feuilles d'absinthe au pied de mes pois et ça a l'air de fonctionner. Après, c'est encore un peu tôt pour le dire, c'est en cours là. Mais ce qui est intéressant, c'est juste par l'observation, hein, tout ce qu'on peut découvrir dans la nature. Et pourtant, c'est devant nous tous les jours, mais on n'a pas remarqué, hein. Et après, un jour, on le remarque. Et après, on le sait pour toujours, hein. Euh, donc là aussi, vous voyez, ça c'est un du sud qui a montré un citronnier, plein de citrons. Donc là, il y a plein de citrons, mais il en avait déjà récolté une cagette ou deux, hein, il m'a dit. Et c'est au pied de la pyramide, vous voyez. Il n'avait jamais vu ce citronnier avec autant de citrons. Ouais, ça, c'est pas pour Lima, c'est un petit test que j'avais fait. J'avais mis des plants de potimarron, j'avais semé, qui ont poussé. Et ceux sans la pyramide, ben, il y en a qu'un qui a survécu, là, et les autres, avec pyramide, ben, ils sont plus grands et il y en a plusieurs qui ont survécu. Euh, Là, c'est carottes, c'est un témoignage d'un monsieur Julien Guirand, il s'appelle, en 2015. Ben, vous voyez, hein, les radis et la différence. Donc ça, c'est juste les semences dans la pyramide ou poussées dans la pyramide. On peut aussi laisser la pyramide dans le jardin. Ça, c'est du maïs en Bretagne, d'une agricultrice. Vous voyez, il y avait des épis, il y avait 3 à 4 épis par plant. Elle avait plus que doublé sa récolte de maïs. Et ça, c'est juste en traitant les semences dans la pyramide, hein. C'était incroyable, hein. Et ça, c'est quelques livres voilà, qui m'ont inspiré, hein, qui m'ont énormément inspiré. Il y a un livre là que je vous conseille pour commencer à lire, c'est Mission sacrée de Matteo Tavera. C'est un des fondateurs de Nature et Progrès. Et c'est vraiment un livre,
c'est une succession de lettres sur ses observations de la nature. Et je vous assure, quand vous lisez ça, après, il y a un avant et après. Il y a la vie avant d'avoir lu ce livre et il y a la vie après que vous avez lu ce livre. Et c'est un livre, quand vous vous dites, vous commencez à le lire, c'est des lettres d'une page ou deux, et il en a comme ça, je pense, une vingtaine. Vous commencez à lire une lettre, après vous voulez savoir la suite et vous lisez très vite tout le livre. Ça va très vite parce que c'est tellement passionnant. Et c'est un livre, Matteo Tavera, c'est un des fondateurs du mouvement Nature et Progrès. Donc, c'est aussi un des fondateurs du mouvement du bio en France, parce que Nature et Progrès est au début est vraiment dans les fondateurs du bio en France. Ça a commencé avec Nature et Progrès, à ma connaissance, dans l'histoire. Et Matteo Tavera, lui, c'était un vigneron aussi. Et il a fait des lettres sur ses observations de la nature, mais ses observations sur les énergies dans la nature, on va dire, sur le côté de l'électricité dans la nature. Il a observé que les hirondelles volaient bas avant un orage et haut après un orage, et il s'est dit c'est à cause de l'électricité. Les champs électriques dans le ciel sont différents après un orage et avant un orage. Aussi sur le fait que les plantes poussent mieux avec une pluie d'orage, sur le fait, il s'est dit voilà la théorie, quand vous avez il avait une parcelle de vigne où ça poussait pas bien, et il a laissé plusieurs années en friche, et on nous dit il faut laisser reposer la terre et après il y aura à nouveau plein de vie et ça ira mieux. Et il dit c'est pas vrai. Quand ça ne pousse pas bien un endroit à cause des énergies qui ne sont pas bien, ça ne poussera pas bien demain non plus et ça ne poussera pas bien dans 10 ans non plus. Il faut changer les énergies pour que ça pousse bien. Et donc, ça change complètement sa vision de la nature qui nous entoure, aussi sous l'électricité et les oiseaux. Il dit, voilà, les oiseaux, ils volent dans l'air et ça fait de l'électricité statique avec leurs ailes qui perdent des électrons, on va dire, et l'air. Et alors, quand ils vont se poser sur les branches, c'est un peu comme s'ils se posent sur la terre, ils se reconnectent à la terre et ça stimule le courant électrique dans la plante, dans l'arbre, et ça stimule les plantes. Donc, quelque part, quand les insectes et les oiseaux virevoltent autour des plantes et se posent, etc., et volent, ça stimule les plantes. Ça stimule leur croissance et leur bonne santé. Et c'est toutes des choses très logiques et en plus qui sont petit à petit prouvées par la science aussi. Et je vous assure, quand on lit ce livre, après, on a une toute autre vision de la nature. Après, on se dit, mais après, on sort dans la nature et on regarde l'arbre, mais comme si on ne l'avait jamais vu avant. On regarde l'oiseau aussi comme on ne l'avait jamais vu avant. On regarde toute la nature de façon tout à fait différente. Pourtant, elle était toujours là autour de nous, mais on la comprend, on l'observe de façon bien plus riche et bien plus. C'est vraiment un livre que je recommande. Donc, vous pouvez aussi le télécharger gratuitement sur mon site. Il doit être quelque part, je pense, en téléchargement. Et sinon, si jamais vous ne trouvez pas, ou sur Internet, je vous l'envoie ou je mets le lien si vous ne le trouvez pas. Faut que parce que je ne sais plus trop si je l'ai mis ou pas. Mais normalement, il est dessus. Donc après, il y a plein d'autres livres. Il y a Oscillation cellulaire de Georges Lakowski, il y a Électroculture de Justin Christoflo, naturellement, que je conseille. Un autre livre super, c'est La vie secrète du sol. C'est vraiment aussi un livre super, ça. Ah oui, ben voilà, ça c'est le livre Mission sacrée, Matteo Tavera. Ça c'est un original que j'avais retrouvé. Il y a aussi un livre en général sur l'histoire de l'électroculture et un peu quelques pratiques de base. C'est le livre Électroculture et énergie libre de Roland Verlaine et Maxence Layet, intéressant aussi. Après, il y a encore d'autres livres. Le livre Électroculture et énergie libre, ça c'est
Celui-là, il est sorti en 2010. C'est un peu après que moi j'ai commencé. Hein. C'est un journaliste qui me connaissait, qui a Roland Verlaine, Maxence Layet, qui est venu me voir et qui a voulu aider à faire connaître l'électroculture grâce à ce livre avec Roland Verlaine. Et Roland Verlaine, c'est un monsieur qui a maintenant plus de 80 ans. Honnêtement, je ne sais même pas s'il vit encore ou pas, mais il est assez âgé. Je l'avais rencontré il y a une dizaine d'années, alors il avait plus de 70 ans, on va dire. Hein. Et lui, il faisait déjà des expériences d'électroculture depuis les années 70, comme ça. Hein, donc, pour vous dire. Donc, ça, c'est un livre. Voilà, ça, c'est le livre La vie secrète du sol, hein, que je conseille aussi vivement, où il parle des tours rondes aussi. Du basalte, des poudres de roche, des énergies, des êtres élémentaires dans la nature aussi. Très intéressant ce livre. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore sinon? Ouais, sur les pyramides, il y en a aussi beaucoup. Je regarde un peu ce que j'ai. Ben voilà, je pense que j'ai fait un tour là. Hein. Je vais m'arrêter là parce qu'il est tard. Je ne pensais pas faire aussi longtemps. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, là, ça c'est un nuage en forme de cœur. Ça aussi, les nuages, c'est aussi en fonction des énergies du lieu. Hein. En observant le ciel, vous pouvez avec le temps, découvrir des lieux énergétiques même autour de chez vous, parce que souvent les nuages sont un peu différents là au-dessus. Ah, il y a souvent des différences. Et parfois, il y a des phénomènes carrément. Par exemple, moi, j'ai eu souvent des cœurs qui apparaissent devant chez moi, hein, comme là. J'ai eu plusieurs comme ça. Ce que j'ai encore. Ouais, voilà. Donc ça, c'est où j'habitais avant. Hein. Maintenant, j'habite en montagne, en Alsace, dans les Vosges alsaciennes, à Ranrup. Mais avant, j'habitais dans la plaine, et ça, c'est une photo dans la plaine. Et donc, il y a mon site internet, electroculturevandoorne.com. C'est le site principal. J'organise des stages tous les ans, hein, plusieurs par an, où les gens peuvent s'inscrire. C'est environ les prix classiques de stage. Hein, maintenant, on peut déjà faire énormément avec toutes les conférences et informations qui sont sur le site. On peut déjà bricoler et faire énormément de choses soi-même. Et si on veut approfondir, ben, on peut suivre les stages. C'est toujours très intéressant et passionnant dans les stages. Il y en a toujours qui ont déjà fait, qui font déjà des expériences d'électroculture. Il y a des professionnels, des agriculteurs et il y a aussi des thérapeutes, des géobiologues. Il y a vraiment un peu de tout qui vient dans mes stages. Et c'est toujours des groupes très intéressants d'échange, hein, de partage. Hein. C'est toujours très intéressant. Même ceux qui ont déjà fait mes stages il y a une dizaine d'années, ben, il y en a souvent qui reviennent aussi parce que ben, il y a toujours des nouvelles choses. Et je m'adapte aussi un peu au groupe, hein, aux participants, en fonction des intérêts des uns et des autres. Je vais plus développer un sujet qu'un autre, hein, en fonction des groupes. Moi, je fais un peu à l'intuition aussi comme ça. Et maintenant, il y a aussi d'autres stages par des anciens stagiaires comme Loïc Etcheberry qui fait aussi des très bons stages et d'autres encore. Hein. Il y a aussi en Italie maintenant, il y a Andrea Donoli qui développe très fort l'électroculture là-bas depuis un an. Là. C'est aussi passionnant. En Italie, ils sont vraiment aussi passionnés. Là. Il y a un groupe qui se développe à une vitesse incroyable. Donc, voilà, l'électroculture a de beaux jours devant elle. Hein, et il suffit de tester parce que souvent les gens ils disent ah oui, je vais d'abord voir pour croire. Je vais d'abord voir quelque chose, alors je vais y croire. Moi, j'ai dit si vous n'y croyez pas déjà, vous n'allez rien voir déjà. C'est un peu comme le livre de Mission sacrée de Matteo Tavera. Quand on a lu et qu'on certaines choses, ben après on regarde
Après, on croit à certaines choses, on a évolué un peu dans l'esprit, on va dire. Après, on voit la nature tout à fait différemment. Pourtant, elle était toujours là, la même. Ben, il faut d'abord avoir une ouverture d'esprit, je dirais, et après, on peut voir des choses. Après, parce que si quelqu'un est arrêté avec des préjugés agricoles, de dogmes qu'on apprend à l'école, ben, même si on lui montre des choses assez exceptionnelles avec l'électroculture, comme il n'a pas la notion, comme on n'a pas la notion de comment ça peut fonctionner ou quoi, ben, la plupart des gens, le premier réflexe, c'est qu'ils ne vont pas y croire. Parce que non, comment c'est possible, c'est pas possible. Donc, forcément, il y a quelque chose derrière, ils vont se dire. Mais si quelqu'un est ouvert d'esprit, il faut toujours être ouvert d'esprit, on va dire, ben là, on peut commencer à voir des choses nouvelles aussi. Et c'est là, donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut d'abord croire dans la possibilité. Il faut d'abord croire et après on peut voir. Et après, ben, c'est par la force d'exemple, ben, le fait de montrer, de faire soi-même, de faire déjà des petits tests dans son jardin, ben, après on commence à voir et après on se dit, mais c'est incroyable ça, et après on commence à faire de plus en plus, et c'est comme ça que ça se développe. Quand il y en a qui veulent voir des articles scientifiques ou des choses, ben moi je dis, mais à partir de combien d'articles scientifiques vous serez convaincu? Parce qu'il y en a, ils ont vous montrer 3 articles, 10 articles, ils en veulent toujours un de plus, une preuve de plus. Ben, si vous le faites vous-même dans votre jardin, ben là, il n'y a pas meilleure preuve que ça, que quand on l'a fait soi-même, quand on a fait soi-même l'expérience. On n'a pas besoin d'un costume cravate qui fait des articles scientifiques pour nous dire ce qu'il faut croire ou pas croire. On peut tous expérimenter, chacun chez soi, et faire sa propre opinion. Et il n'y a rien de mieux que ça. Voilà, c'est ce que moi je conseille à tous les, les, les j'allais dire les potes âgés, les potes âgés, ben c'est les potes, les copains, les potes âgés, et les potes jeunes aussi. Voilà, à tous les jardiniers, mais aussi à tous les agriculteurs, c'est simplement commencer, expérimenter, essayer déjà à faire des choses, commencer par quelque chose, et petit à petit, vous allez faire de plus en plus parce que les résultats voilà, par vos propres résultats, vous allez naturellement faire de plus en plus. Voilà. Voilà. Ben, je vous souhaite bonne nuit, bonne journée pour ceux qui m'écoutent dans la journée. Merci infiniment Yannick, c'était vraiment passionnant. Je crois qu'on a tous pris des notes extraordinaires et partagé un excellent moment. Il faudra envisager de revenir nous faire à nouveau une conférence parce que vous avez tellement de sujets abordés et c'est tellement passionnant qu'on sera ravis de vous accueillir à nouveau. Quand vous avez un petit moment disponible, le boudoir d'Hypatie sera ravi. Voilà, ben en tout cas, merci pour tout. S'il y a d'autres questions, ben, vous pouvez ouvrir vos micros et puis poser vos questions. Ben, je dirais que c'est un grand plaisir de pouvoir partager comme ça. Avec cette crise, ça a permis de développer aussi beaucoup ces partages en groupe par Internet. C'est vraiment un truc nouveau, mais qui est vraiment très intéressant aussi. Je vais développer ça aussi plus. Et je suis tout à fait prêt à revenir faire une conférence. Mais là, honnêtement, j'ai même pas vu le temps passer, mais c'est souvent comme ça. Avec moi, je parle. Je suis un peu désolé de ça. Mais si vous voulez, je propose de faire une conférence que sur les pyramides. C'est un sujet assez vaste aussi, et les plantes. Et, euh, et après, ben, on peut faire aussi une petite présentation plus pratique pour répondre aux questions, parce que là, je pense que beaucoup vont découvrir l'électroculture par cette conférence, et il y aura plein de questions qui vont venir. Donc, on pourrait faire peut-être une séance que sur les questions. Aussi, je fais souvent 2, 3 fois par mois, je fais des directs
des lives où je discute différents sujets autour de l'électroculture qu'après je mets sur YouTube et Facebook. Donc, vous trouvez ça aussi sur mes sites et groupes sur Internet. Voilà, il y a énormément d'informations. Hein. On est vraiment encore qu'au début, hein, même que moi je m'occupe déjà de ça depuis 20 ans, mais on est vraiment au début de la découverte de toutes ces énergies et influences. Hein. C'est un monde très vaste et j'en apprends encore presque tous les jours. Hein. C'est impressionnant. Hein. C'est assez magique. Voilà.